Regardez le voleur en costume. La voix de ma mère fendit le silence lourd, étouffant, de la salle d'audience. Elle était perçante, ruisselante d'un mépris absolu, et assez forte pour que la galerie l'entende. Victoria était assise à la table des plaignants, l'air de sortir tout droit d'un défilé de mode. Sa robe de créateur était immaculée. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge cramoisi intense, et elle riait littéralement tandis que je descendais l'allée centrale. Elle pensait sincèrement avoir déjà gagné. Elle croyait que ce n'était qu'une autre réunion de la haute société, où celui qui pleurait le plus fort et faisait la plus grande scène obtenait le prix. Mais alors que je posais ma lourde mallette en cuir sur la table de la défense, et que j'en sortais une pile imposante de documents financiers, méticuleusement répertoriés, le rire dans la pièce mourut brusquement. Le juge Gideon, un homme qui avait vu des décennies de disputes familiales amères et laides, fixa le document principal que je plaçais en preuve. Il se figea complètement. La couleur quitta son visage buriné lorsqu'il réalisa exactement ce que j'avais apporté dans sa salle d'audience. Vous êtes-vous déjà fait poignarder dans le dos par les personnes même qui partagent votre sang? Si vous n'avez jamais connu ce genre de trahison spécifique et déchirante, considérez-vous incroyablement chanceux. Si ce n'est pas le cas, asseyez-vous, installez-vous confortablement et écoutez comment ma mère biologique a tenté de faire de moi l'ennemi public numéro 1, et comment j'ai utilisé ma carrière de procureur fédéral pour démanteler toute sa vie. J'avais 32 ans, j'étais procureur adjoint des États-Unis à Boston, spécialisé dans la fraude financière complexe. Toute ma vie d'adulte était bâtie sur des faits concrets, des pistes documentaires et une logique froide, indéniable. Je fouillais la corruption des entreprises et les comptes offshore pour gagner ma vie. Je ne faisais pas de drame. Je le méprisais. Mais le drame, semblait-il, était la seule chose que mes parents savaient produire. Ils m'ont abandonné sur le porche de la propriété de mes grands-parents quand j'avais exactement 4 mois. Il n'y a pas eu de lettre émouvante, pas d'adieu en larmes, juste un bébé dans un couffin en osier, et une Cadillac poussiéreuse qui s'éloignait à toute vitesse vers une vie de luxe qu'ils estimaient qu'un nourrisson hurlant ruinerait. Mon grand-père Leland et ma grand-mère Béatrice m'ont recueilli sans la moindre hésitation. Ils furent les seuls vrais parents que j'ai jamais connus. Grand-père Leland était un ancien juge de la cour d'appel, qui avait bâti un immense empire immobilier commercial à partir de rien. C'était un homme de principes absolus, strict mais profondément aimant. Grand-mère Béatrice était une botaniste brillante, qui passait ses journées dans une vaste serre en verre derrière la maison principale, cultivant des orchidées rares et incroyablement fragiles. Ensemble, ils m'ont donné une vie remplie de structure, de chaleur, et le genre de stabilité tranquille, inébranlable, que l'argent ne peut tout simplement pas acheter. Mais un enfant cherche toujours naturellement sa mère. Je me souviens de mon 8e anniversaire avec une clarté agonisante, comme s'il était gravé en permanence dans mon cerveau. Je suis resté assis près de la grande baille vitrée avant de la propriété pendant 6 heures d'affilée. Je portais une chemise boutonnée rigide et une cravate à clip, car ma grand-mère avait dit que c'était une occasion spéciale. J'ai attendu, et surveillé l'allée pour une voiture qui n'est jamais venue. La lourde horloge grand-père du couloir égrenait les heures. Le téléphone a finalement sonné à 20 heures. Je l'ai décroché, mes petites mains tremblantes d'excitation. C'était Victoria. L'appel a duré exactement 15 secondes. Elle m'a dit qu'elle était trop occupée à skier à Aspen pour rentrer à Boston. Elle m'a dit d'être un bon garçon et à raccrocher. Il n'y a eu aucune excuse, aucune promesse de se rattraper, juste la tonalité froide et morte qui résonnait dans mon oreille. Je me souviens d'avoir couru par la porte arrière, sprinté à travers la pelouse impeccable jusqu'à la serre, et de m'être caché parmi le feuillage dense et humide. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal, et que je ne puisse plus respirer. Grand-mère Béatrice m'a trouvé là quelques minutes plus tard. Elle ne m'a pas câliné avec de fausses promesses que ma mère changerait ou qu'elle m'aimait vraiment au fond d'elle. Au lieu de cela, elle s'est agenouillée dans la terre humide, dans son tablier de jardinage en toile, tenant une orchidée fanée et fragile dans ses mains tachées de terre. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son expression farouchement tendre. Elle m'a dit que les racines les plus fortes poussent dans l'obscurité. Everett, elle m'a appris ce jour-là que je n'avais pas besoin de leur amour superficiel et conditionnel pour m'épanouir. J'avais juste besoin de creuser profondément et de faire pousser mes propres racines. Pendant les 2 décennies suivantes, Victoria et mon père sans colonne vertébrale, Sterling, ne furent rien de plus que des fantômes dans ma vie. Ils n'ont jamais assisté à une seule réunion parents-professeurs. Ils ne m'ont jamais vu obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires.
Ils ne se sont pas présentés lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention de la faculté de droit, et ils étaient complètement absents lorsque j'ai réussi l'examen du barreau. Ils ont gardé une distance très sûre, n'apparaissant que dans les pages glacées des magazines lors de galas de charité, ou en envoyant des cartes de vœux génériques préimprimées sans adresse de retour. Je pensais honnêtement que leur absence permanente était la pire chose qu'ils pouvaient m'infliger. Je pensais que la douleur sourde et persistante d'être le fils invisible était le fardeau le plus lourd que j'aurais à porter. Mais j'avais incroyablement tort. Leur absence était en fait une bénédiction. Leur retour soudain fut le véritable cauchemar. J'avais cru que le pire était passé. Mais la guerre ne faisait que commencer. La pluie n'a pas cessé de tomber pendant 3 jours d'affilée, culminant le matin où nous avons enterré grand-père Leland. Il était mort d'une crise cardiaque massive, juste 2 mois après avoir perdu grand-mère Béatrice d'une forme agressive de cancer. La massive propriété en pierre semblait entièrement vide maintenant, complètement évidée par la perte des 2 piliers géants qui avaient maintenu mon monde ensemble. En tant qu'unique exécuteur testamentaire de sa succession, et sa seule vraie famille, j'ai arrangé chaque détail des funérailles. Je me tenais près du cercueil en acajou poli, écoutant la pluie incessante battre contre les parapluies noirs des personnes en deuil rassemblées, sentant un poids sur ma poitrine qui rendait difficile de respirer. Et puis, comme une scène tirée tout droit d'un terrible feuilleton à petit budget, ils sont arrivés. Victoria, Sterling et l'enfant doré, mon jeune frère Preston. Ils sont entrés dans le cimetière historique comme s'ils marchaient sur un tapis rouge lors d'une première de film. Victoria portait un voile noir dramatique et une robe de cérémonie ajustée, qui coûtait facilement plus que ma première année entière de frais d'université. Sterling la suivait légèrement, l'air d'un chien de salon bien habillé dans un costume italien sur mesure. Et Preston, le technophile de 28 ans qui était censé être toujours sur le point de devenir un milliardaire de la Silicon Valley, mais n'avait jamais réellement eu d'entreprise prospère, me lança un sourire narquois dès qu'il croisa mon regard. Preston regarda au-delà de la foule de juges en deuil et de leaders communautaires. Il aperçut ma berline Ford vieille de 10 ans et délavée, garée près de l'entrée, puis regarda mon costume gris anthracite standard. Il sourit, se penchant en passant près de moi. Il marmonna que c'était vraiment dommage que le vieil homme ne m'ait pas laissé assez de monnaie pour m'acheter une voiture décente. Je ne sciais pas. Je l'ignorais complètement. J'avais passé des années à m'entraîner à ne pas réagir à leur poison hautement calculé. Mais Victoria ne pouvait même pas attendre que la terre se pose sur la tombe de son propre père. Nous étions dans la salle de réception sombre et tranquille du country club local après le service, quand elle m'a violemment tiré à part. Ses yeux furetaient frénétiquement, évaluant la pièce. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas offert un seul mot de réconfort, ni versé une seule larme pour l'homme qui avait élevé le fils qu'elle avait jeté. Ses tout premiers mots furent une question sèche et exigée, quand l'avocat de la succession lira-t-il le testament? Je la regardai, sentant un œuf froid et dur se former au fond de mon estomac. La lecture a lieu demain matin à 9 h, dis-je doucement, lui tournant le dos et m'éloignant. Le lendemain matin, nous nous sommes rassemblés dans le grand bureau lambrissé de chêne de l'avocat de longue date de mon grand-père pour la succession. La pièce sentait le vieux papier, les reliures en cuir, et une tension étouffante. Victoria était assise, les jambes fermement croisées, tapotant furieusement ses ongles manucurés sur la coudoir en cuir de sa chaise. Elle vibrait pratiquement de cupidité, ses yeux fixés sur le dossier en cuir de l'avocat. Preston était entièrement concentré sur son smartphone, agissant avec un ennui suprême, tandis que Sterling regardait fixement les carreaux du plafond. L'avocat, un vieil ami fidèle de Leland, se racla la gorge et commença à lire le testament final. Leland laissait quelques dons caritatifs mineurs à son alma mater et à la société botanique locale, en l'honneur de Béatrice. Puis vint l'actif principal. L'avocat lut la clause lentement et clairement. L'empire immobilier commercial, évalué à exactement 12 500 000 $, ainsi que la propriété familiale et tous les actifs liquides, me furent laissés entièrement, inconditionnellement et exclusivement. À moi, Everett. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. C'était tellement silencieux que j'entendais l'horloge ancienne en laiton tic-tac sur le mur. Puis le chaos absolu éclata. Victoria se leva si vite que sa lourde chaise en bois bascula en arrière et s'écrasa sur le sol. Elle attrapa son verre de cristal d'eau pétillante et le lança violemment contre le mur. Il se brisa en 100 morceaux, l'eau dégoulinant sur le coûteux papier peint en soie. Son visage se tordit en un masque de rage pure, inaltéré. « Vous l'avez manipulé » cria-t-elle, sa voix stridente et hystérique.
Elle pointa un doigt tremblant, orné d'une bague en diamant, à quelques centimètres de mon visage. Petit serpent manipulateur et calculateur. Vous avez isolé un vieil homme malade et volé ce qui me revenait de droit. Sterling prit enfin la parole, bombant le torse dans une démonstration d'autorité pathétique et creuse. Il me pointa du doigt et déclara que j'allais pourrir dans une prison fédérale pour abus envers personnes âgées. Preston se contenta de me regarder. Son sourire arrogant avait complètement disparu de son visage, remplacé par le regard désespéré et paniqué d'un homme qui venait de réaliser que son voyage gratuit était terminé. Je ne sciais pas. Je n'élevai pas la voix. Je regardai Victoria droit dans les yeux et lui dis que grand-père avait toute sa tête jusqu'à son dernier souffle, et qu'il avait laissé son héritage à la seule personne qui avait pris la peine de se présenter au cours des 30 dernières années. Elle se pencha sur la table de conférence, sa voix baissant jusqu'à un murmure venimeux et terrifiant. Elle me promit que je ne verrais pas un seul centime de cet argent. Elle jura qu'elle détruirait ma carrière, ma réputation et toute ma vie. Elle sortit en trombe, ses talons coûteux claquant furieusement sur le parquet. Je pensais que ce n'était qu'une menace théâtrale vide d'une mère narcissique faisant une crise de colère. Je suis retourné travailler à Boston le lendemain, essayant d'enfouir mon chagrin profond dans des dossiers complexes et des témoignages de témoins. 3 jours plus tard, je suis allé acheter un café noir avant une audience importante. Ma carte de débit a été refusée. Confus, je suis sorti de la file et j'ai vérifié mon application bancaire. Tous mes comptes personnels, pas seulement les comptes de la succession, mais mes propres économies durement gagnées après des années de travail en tant que procureur, avaient été complètement gelés par une ordonnance d'urgence. La guerre avait officiellement commencé. Le gel de mes comptes bancaires n'était que le prélude à ce qui allait devenir une campagne de la terre brûlée. Victoria et son avocat chic et coûteux du centre-ville, Fletcher, n'essayaient pas seulement de gagner une bataille juridique dans une salle d'audience. Ils essayaient activement de m'anéantir devant l'opinion publique. Une semaine après les funérailles, je me suis réveillé à 6 heures du matin, sous un barrage incessant de messages textes et d'appels manqués de mes collègues du bureau du procureur. J'ai ouvert le site d'information locale le plus populaire de Boston sur mon téléphone et mon estomac s'est instantanément noué. C'était là, placardé sur la première page numérique, en lettres grasses et sensationnelles, procureur fédéral accusé d'avoir escroqué son grand-père sénile de millions. J'ai cliqué sur le lien et lu l'article, mes mains tremblant d'un mélange d'incrédulité et de rage intense. C'était un chef-d'œuvre de diffamation. Fletcher avait clairement fourni aux journalistes des mensonges parfaitement orchestrés. L'article me dépeignait comme un prédateur juridique froid et calculateur, qui utilisait sa connaissance intime du système judiciaire pour rédiger un faux testament. Il affirmait que j'avais systématiquement isolé un vieil homme vulnérable souffrant de démence sévère, renvoyant ses soignants et le coupant de sa fille adorée et affligée. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les singes volants sont descendus rapidement et avec une intention vicieuse. Des tantes et des oncles, qui ne m'avaient pas adressé un seul mot depuis mon adolescence, ont soudainement retrouvé mon numéro de téléphone. Ils ont laissé de longs messages vocaux hurlants, me traitant de monstre. Un parasite cupide qui abusait des personnes même qui m'avaient offert un toit. Ma boîte de réception était inondée de messages toxiques d'amis éloignés de la famille, qui croyaient entièrement au récit. Le pire absolu est venu de mon frère Preston. Il m'a envoyé un message texte à 2 heures du matin qui disait simplement « Profite de la lumière des projecteurs, espèce de bâtard. Prépare-toi à déménager tes affaires sous un pont, car nous allons tout prendre. » L'humiliation publique était suffocante. Dans ma ligne de travail spécifique, votre réputation est toute votre monnaie. Si un juge, un avocat de la défense ou un jury pense qu'un procureur fédéral manque d'éthique élémentaire, chaque affaire que vous touchez devient incroyablement toxique. Cette réalité brutale m'a frappé comme un train de marchandises en fuite, lorsque j'ai été appelé au bureau du dernier étage de mon patron, le procureur des États-Unis Warren. Warren était un vétéran intransigeant et terre à accent grave-terre du ministère de la Justice. Il avait toujours respecté mon éthique de travail, mais il protégeait farouchement l'image impeccable du bureau avant toute chose. Je me suis assis en face de son immense bureau en acajou, l'estomac noué. Il a fait glisser une copie imprimée de l'article diffamatoire sur le bureau vers moi. Il m'a regardé avec un mélange lourd de pitié et de frustration intense. Il a croisé les mains et m'a dit qu'il savait que ma situation familiale était compliquée, mais que c'était un désastre de relations publiques sans précédent. Il m'a informé que les avocats de la défense, dans mes 3 affaires de fraude d'entreprise active, déposaient déjà des requêtes pour examiner ma conduite,
citant les allégations publiques d'abus envers personnes âgées et de fraude dans ma vie personnelle pour jeter le doute sur mon intégrité. J'ai essayé désespérément d'expliquer. Je lui ai dit que c'était une action en justice civile complètement sans fondement, un chantage financier désespéré de parents qui n'avaient pas fait partie de ma vie depuis 3 décennies. Je lui ai juré que j'avais les preuves médicales pour prouver que Leland était parfaitement lucide et maître de ses facultés. Warren a levé la main, faisant taire ma défense. Il a dit qu'il me croyait personnellement, mais que la perception était la réalité absolue dans ce bâtiment. Il m'a ordonné de prendre un congé administratif à durée indéterminée jusqu'à ce que le procès civil soit entièrement résolu. Il a fait glisser une petite boîte sur le bureau et m'a dit que je devais lui remettre mon badge fédéral, et transférer immédiatement toute ma charge de travail à un autre avocat. Je suis sorti du bâtiment fédéral cet après-midi-là, me sentant entièrement vidé. J'avais passé toute ma vie d'adulte à travailler 80 heures par semaine, bâtissant une carrière d'intégrité absolue, pour prouver au monde et à moi-même que je n'étais rien de semblable aux personnes égoïstes et destructrices qui m'avaient abandonné. Et avec une action en justice frivole et une campagne de relations publiques bien placée, Victoria avait tout balayé. Je suis resté assis dans mon appartement froid et sombre cette nuit-là, fixant le plafond. Il voulait me briser. Il s'attendait à ce que je cède sous l'immense pression, que je supplie pour un accord, que je leur remette les 12 500 000 $, juste pour que la douleur, la honte publique et le harcèlement cessent. Mais ils ont oublié un détail crucial et fatal sur qui j'étais. Je n'étais plus un petit garçon effrayé et solitaire de 8 ans, attendant devant une fenêtre. J'étais un procureur fédéral qui passait 10 heures par jour à démanteler des crimes financiers complexes et à briser des criminels impitoyables. Il voulait jouer sale. Il voulait une guerre. Alors, j'ai décidé, là, sur le champ, de leur donner exactement ce qu'ils demandaient. J'allais faire de ma propre famille biologique ma prochaine cible d'enquête majeure. J'avais juste besoin de trouver la preuve ultime. Je suis retourné à la propriété au milieu de la nuit. J'avais besoin de l'isolement absolu et tranquille du bureau de mon grand-père, pour commencer à bâtir ma défense, loin des regards indiscrets de la ville et du son incessant de mon téléphone. La propriété était censée être entièrement sécurisée. Les lourds portails en fer forgé étaient fermement verrouillés. Mais tandis que les phares de ma Ford balayaient la longue allée de gravier, je vis la massive porte d'entrée du manoir grande ouverte, battant légèrement dans le vent nocturne. Mon cœur tambourinait agressivement contre mes côtes. Je mis la voiture en stationnement, saisis la lourde lampe de poche métallique de ma boîte à gants, et me déplaçai silencieusement à travers la maison sombre et caverneuse. L'endroit avait été entièrement saccagé. Des tiroirs anciens étaient complètement arrachés de leur rail. Des papiers confidentiels de la succession étaient éparpillés imprudemment sur les tapis persans inestimables, et de lourds livres reliés en cuir avaient été violemment balayés des étagères du bureau principal. J'ai suivi la trace de la destruction imprudente vers l'arrière de la maison, sortant par les portes arrière, en direction de la serre en verre bien-aimée de grand-mère Béatrice. Lorsque j'entrai dans la structure humide, l'odeur intense de terreau humide et de fleurs écrasées, meurtries, me frappa instantanément. Victoria et Preston se tenaient au milieu de la serre, éclairés par la lueur crue de leurs lampes de poche de smartphone. Ils avaient clairement soudoyé ou trompé un serrurier véreux, afin de contourner le portail principal de la propriété et les serrures de la porte d'entrée. Preston déchirait agressivement les bancs de rempotage en bois, jetant de lourds pots en céramique sur le sol en pierre où ils se brisaient violemment, projetant de la terre partout. Victoria fouillait frénétiquement dans une armoire métallique verrouillée, où grand-mère gardait ses catalogues de semences vieux de plusieurs décennies, marmonnant agressivement à elle-même qu'elle devait trouver des dossiers médicaux ou des journaux cachés, prouvant que Leland était fou. Dans sa recherche frénétique et négligente, Victoria recula et renversa une énorme orchidée fantôme blanche incroyablement rare. Elle s'écrasa sur le sol en pierre dure. Les pétales blancs délicats, parfaitement cultivés, furent brutalement écrasés sous le talon de ses bottes de créateur. Quelque chose au fond de ma poitrine se brisa finalement. Cette orchidée spécifique était exactement celle que grand-mère Béatrice m'avait appris à soigner patiemment pour la ramener à la vie, lorsque j'avais 8 ans. C'était un morceau vivant d'elle. Je me suis avancé pleinement dans la lumière, ma voix mortellement calme, résonnant fortement sur les parois de verre. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 3 secondes pour quitter ma propriété, avant que j'appelle la police d'État, et les fasse tous les deux arrêter pour effraction et destruction de propriété. Victoria sursauta, surprise par mon apparition soudaine. Mais elle retrouva rapidement sa posture arrogante et hautaine. Elle me lança un sourire narquois,
croisa les bras et déclara bruyamment que c'était la maison de son père, et qu'elle avait tout le droit légal de la fouiller pour trouver des preuves de son évidente folie. Preston s'avança, essayant de m'intimider physiquement, bombant le torse et serrant les poings. Je ne bougeais pas d'un pouce. Je tins simplement mon téléphone, l'écran brillant, leur montrant que j'avais déjà composé le 911, et que mon pouce planait juste au-dessus du bouton d'appel. Ils reculèrent finalement. Ils partirent en hurlant des malédictions et en promettant de me ruiner, tout le long de la longue allée de gravier. J'ai passé les 2 heures suivantes à 4 pattes dans la serre froide et humide, balayant soigneusement les bris de verre, les éclats de céramique, et essayant désespérément de sauver les racines exposées de l'orchidée fantôme écrasée. Le travail physique et ancré m'a aidé à me concentrer. Ma rage accablante s'est lentement cristallisée en une clarté d'une netteté absolue. Alors que je déplaçais une lourde jardinière en bois pour nettoyer la terre piégée en dessous, j'ai remarqué un son étrange, distinctement creux, sous le sol en pierre. Je me suis arrêté, tapotant à nouveau la pierre. J'ai balayé la terre meuble et humide, et j'ai trouvé une dalle lâche. Mon grand-père était un homme incroyablement prudent, un produit d'une génération qui ne faisait jamais entièrement confiance aux banques. J'ai saisi une truelle et soulevé la lourde pierre. Soigneusement cachée en dessous, directement encastrée dans la fondation en béton, se trouvait un petit coffre-fort en acier lourd. Je fixai le cadran. Je connaissais la combinaison immédiatement. Je n'ai même pas eu besoin d'y penser. C'était ma date d'anniversaire, la vraie, celle que mes parents avaient commodément oubliée pendant 32 ans. J'ai tourné le cadran. La lourde porte en acier a cliqué et s'est ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de pile d'argent liquide d'urgence, pas de lingots d'or, pas de bijoux. Il y avait juste un épais carnet en cuir incroyablement usé. Je l'ai sorti et l'ai ouvert sous la faible lumière du plafonnier de la serre. C'était un livre de contes secrets, méticuleusement tenu dans l'écriture parfaite et inimitable de Leland. J'ai feuilleté les pages nettes, mes yeux parcourant les colonnes infinies de dates, de numéros de virements bancaires et de montants colossaux. Mon souffle se coupa brusquement dans ma gorge. J'ai lu les entrées une fois, puis 2 fois, m'assurant absolument que mes yeux ne me trompaient pas dans l'obscurité. J'ai fermé le grand livre, un sourire froid et dur se répandant sur mon visage. Les chiffres précis à l'intérieur de ce livre ne prouvaient pas seulement que mon grand-père était en total contrôle de ses facultés. Ce grand livre contenait un secret si monumental, si profondément hypocrite, qu'il avait le pouvoir de détruire absolument toute la fausse narration de Victoria, et de briser sa parfaite vie riche en 1 million de morceaux. Le lendemain matin, à exactement 8 heures, je suis entré dans le bureau élégant du centre-ville de Boston de Sylvia. Sylvia était une légende absolue dans le monde impitoyable des litiges successoraux à enjeux élevés. C'était une avocate au tranchant aiguisé, profondément cynique, qui portait des costumes impeccablement taillés et était connue pour ne jamais sourire, à moins qu'elle ne soit sur le point d'anéantir complètement un témoin à la barre. Je n'avais pas besoin d'une avocate amicale, qui me tiendrait la main et me dirait que tout irait bien. J'avais besoin de quelqu'un qui était entièrement déconnecté de l'émotion brute de mon traumatisme familial. J'avais besoin d'un requin. Je me suis assis en face de son immense bureau en chêne, intimidant et lourd, et j'ai silencieusement fait glisser le grand livre en cuir usé sur le bois poli. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit que j'avais trouvé cela caché dans un coffre-fort au sol, dans la serre, et que ce seul livre allait nous faire gagner notre affaire et enterrer ma mère. Sylvia haussa un sourcil, mit ses lunettes de lecture de designer, ouvrit le grand livre et commença à parcourir les pages. Pendant 5 longues et tendues minutes, le seul son dans le vaste bureau fut le doux bruissement des pages tournées et un lointain bourdonnement du trafic urbain à l'extérieur de sa fenêtre. Finalement, elle s'arrêta. Elle enleva ses lunettes, leva les yeux vers moi, et ses yeux étaient grands ouverts d'un choc authentique, inhabituel. Elle se pencha en avant et me demanda si je comprenais exactement ce que je regardais. J'acquiesçai fermement. J'étais un procureur financier fédéral. Je comprenais le langage des chiffres mieux que quiconque. Leland avait tenu un registre chronologique impeccable de virements bancaires secrets, de traites certifiées et de chèques de caisse au cours des 25 dernières années. Alors que Victoria était complètement absente de ma vie, alors qu'elle pleurait aux médias qu'elle était la victime tragique d'un père cruel, sans amour et aliénant, elle le saignait à blanc en silence. Selon le grand livre, Leland avait envoyé à Victoria un montant total stupéfiant de 2 100 000 $. Chaque fois que les ridicules start-up technologiques à moitié cuites de Preston étaient sur le point de faire faillite, Victoria pleurait auprès de son père. Elle menaçait de couper tout contact pour toujours,
jouant sur sa culpabilité persistante s'il ne les renflouait pas. Et il envoyait l'argent encore et encore, enregistrant chaque transaction avec une précision douloureuse. 2 100 000 $, déguisés en capital d'investissement, pour un fils d'enfant gâté qui ne faisait que brûler de l'argent, tandis que le petit-fils qu'ils avaient réellement abandonné faisait ses études de droit avec des prêts étudiants accablants. Sylvia se pencha en arrière dans sa coûteuse chaise en cuir, tapotant pensivement un lourd stylo en or sur son menton. Elle regarda le livre comme s'il s'agissait d'une arme chargée. « C'est une bombe nucléaire, Everett, dit-elle doucement. Si nous soumettons ce grand livre comme preuve, dès maintenant, pendant la phase de découverte, ils abandonneront immédiatement la poursuite. Ils s'enfuiront et supplieront pour un règlement privé, juste pour éviter l'embarras public catastrophique. » Je me levai et marchai vers la fenêtre du sol au plafond, donnant sur la vaste skyline de Boston. Je pensais à la campagne de diffamation publique vicieuse qu'ils avaient orchestrée. Je pensais au procureur des États-Unis Warren, me forçant à remettre mon badge fédéral dans la honte. Je pensais à l'orchidée fantôme écrasée et mourante sur le sol froid de la serre. Je me tournai vers Sylvia, ma mâchoire serrée, et secouai la tête. Je lui dis que je ne voulais pas qu'ils abandonnent la poursuite. Je voulais qu'ils entrent dans cette salle d'audience, en croyant pleinement qu'ils étaient invincibles. Je voulais qu'ils témoignent sous serment, devant un juge et les médias. J'ai dit à Sylvia que nous allions les laisser grimper le plus haut possible sur leur échelle de mensonges, et que ce n'est que lorsqu'ils atteindraient le sommet, que nous couperions la corde. Pendant les 2 mois suivants, d'une longueur insupportable, nous avons travaillé dans un secret absolu et inébranlable. J'ai utilisé mes compétences spécifiques de procureur pour assigner légalement les relevés bancaires officiels qui correspondaient parfaitement à chaque entrée du grand livre. Nous avons retrouvé le notaire à la retraite qui avait été témoin de la signature du testament final de Leland. Nous avons obtenu l'historique médical complet et non expurgé du médecin traitant de Leland. Nous avons construit une forteresse massive et impénétrable de papiers, de dates et de faits indéniables. Pendant ce temps, Victoria et Fletcher ont continué leur cirque médiatique agressif. Ils se sont constamment dépeints comme les victimes tragiques de ma cupidité. Preston a continué à publier des mises à jour passives-agressives sans fin sur ses comptes de médias sociaux, concernant des membres de la famille toxique volant des héritages légitimes. J'ai lu chacun de ces messages dans l'obscurité de mon appartement, et je n'ai jamais répondu. Je n'ai fait que rassembler des munitions. Le matin du procès est enfin arrivé. Je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain, boutonnant une chemise blanche impeccablement repassée. J'ai pris une cravate en soie bleu marine foncée sur la commode. C'était la cravate exacte que grand-père Leland m'avait achetée à porter lorsque j'ai gagné ma toute première affaire de poursuite fédérale. J'ai noué un nœud Windsor parfait, l'ajustant avec soin. J'ai regardé mon reflet, sentant une résolution tranquille et lourde s'installer profondément dans mes os. Le rideau était sur le point de se lever. Le spectacle était sur le point de commencer. La salle d'audience était bondée, épaule contre épaule. Les médias locaux avaient présenté l'affaire successorale comme un immense scandale de la haute société, et la pièce bourdonnait d'anticipation. Les journalistes étaient serrés dans les rangées arrière, leurs carnets ouverts et prêts. Victoria et Sterling étaient assis avec assurance à la table des plaignants, flanqués de leur avocat extrêmement coûteux, Fletcher. Victoria avait abandonné ses robes de créateur voyante pour la journée. Au lieu de cela, elle était vêtue d'un costume pastel doux et discret, ses cheveux attachés simplement, essayant désespérément de projeter l'image d'une mère fragile, épuisée et brisée. Preston était assis au tout premier rang de la galerie publique, me lançant des regards noirs directement dans le dos. Le juge Gideon est entré dans la pièce, ses robes noires flottant. C'était un juriste sévère, brillant et notoirement intransigeant, qui ne tolérait aucune ineptie théâtrale dans sa salle d'audience. Il a lourdement frappé son maillet en bois, et le procès a officiellement commencé. Fletcher s'est levé immédiatement pour prononcer sa déclaration liminaire. Il était incroyablement raffiné, faisant les 100 pas devant le banc du juge, utilisant ses mains pour un effet dramatique maximal. Il a peint un tableau profondément tragique de la vie de Victoria. Il a dit à la cour que cette affaire ne concernait pas l'argent, mais le chagrin angoissant d'une fille. Il a affirmé avec passion que Leland avait souffert d'un grave déclin cognitif dans ces dernières années, devenant profondément paranoïaque et confus au sujet de ses finances. Puis il a cessé de faire les 100 pas, s'est tourné et m'a pointé du doigt. Il m'a accusé, moi, un officier assermenté de la cour, d'avoir isolé mon grand-père, enfermé la famille hors de la propriété,
et manipuler un homme malade pour qu'il cède un empire d'une valeur de 12 500 000 $. La galerie murmura avec sympathie. Fletcher savait exactement comment jouer avec la foule et toucher leurs cordes sensibles. Puis vint le moment de leur témoin vedette. Victoria s'avança lentement et prit place à la barre. C'était une actrice magistrale, terrifiante de talent. Elle serrait un délicat mouchoir en dentelle, le tapotant délicatement sur ses yeux parfaitement secs, tandis qu'elle répondait aux questions de Fletcher. Sous son examen doux et guidé, elle a tissé une toile complexe de mensonges absolus. Elle a affirmé avoir essayé de rendre visite à son père constamment, au cours des 10 dernières années, mais que je l'aurais physiquement repoussé à la porte. Elle a affirmé que je filtrais lourdement ses appels téléphoniques, jetant ses lettres sincères, et empoisonnant son esprit contre elle. Je veux juste que ma famille soit réunie, a-t-elle murmuré doucement dans le microphone, sa voix tremblant avec une justesse parfaitement maîtrisée. Je voulais juste tenir la main de mon père avant qu'il ne décède, mais mon fils ne me laissait pas l'approcher. L'air dans la salle d'audience était incroyablement lourd d'émotion. Je pouvais physiquement sentir les regards hostiles du public me brûler la nuque. Même le juge Gideon fronça légèrement les sourcils en prenant des notes, clairement ému par sa performance dévastatrice. Victoria regarda au-delà de Fletcher, me fixant directement, sans rompre le contact visuel. Et pendant une fraction de seconde, le masque de la mère en deuil glissa complètement, et elle me donna le même rire arrogant, moqueur et victorieux, qu'elle m'avait donné le tout premier jour. Je ne réagis pas extérieurement. Je posai mes mains à plat sur la table en bois poli. Je fermai les yeux une seconde. Inspirer, tenir, expirer. J'utilisais la technique de respiration spécifique que Leland m'avait enseignée, lorsque j'étais un enfant anxieux sur le point de passer mon premier grand examen de droit. Les faits avant les sentiments. Laissez-les parler. Fletcher termina son interrogatoire direct, l'air incroyablement suffisant et complètement satisfait. Il s'assit, clairement confiant d'avoir obtenu un accord massif, et d'avoir ruiné ma vie dans le processus. Le juge Gideon regarda par-dessus le banc, vers notre table. Contre-interrogatoire, conseil, demanda-t-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. La salle d'audience était dans un silence de mort, attendant de voir comment mon équipe juridique pourrait éventuellement se remettre d'un témoignage émotionnel aussi dévastateur. Tout le monde dans cette pièce pensait que ma mère avait obtenu la victoire absolue. Il pensait que le procureur fédéral était sur le point de tout perdre, tout ce pourquoi il avait travaillé, jusqu'à ce que Sylvia se lève lentement. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle saisit un énorme, et incroyablement lourd, classeur noir sur notre table, ajusta sa veste de costume, et se dirigea vers la barre des témoins avec la grâce froide et prédatrice d'un requin, qui vient de sentir le sang dans l'eau. Si cette histoire vous fait bouillir le sang, et que vous voulez voir exactement comment nous les avons fait tomber, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire, en me disant de quelle ville, État ou pays vous regardez. Chaque interaction aide à diffuser ces histoires de justice à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Revenons à la salle d'audience. La salle d'audience est restée complètement silencieuse, alors que Sylvia s'approchait lentement de la barre des témoins. Elle ne portait aucune note, juste le grand classeur noir et lourd. Elle le posa sur le bord de la balustrade en bois. Victoria se redressa, serrant son délicat mouchoir en dentelle, essayant de maintenir sa façade parfaitement élaborée de mère affligée et brisée. Elle regarda Sylvia avec de grands yeux innocents, complètement inconsciente de la destruction absolue qui allait s'abattre sur elle. Sylvia ajusta ses lunettes et parla d'une voix basse, faussement douce. Elle demanda à Victoria de confirmer sa déclaration précédente, celle où elle avait juré sous serment qu'elle avait désespérément essayé de rendre visite à son père, au cours de la dernière décennie. Mais qu'elle avait été physiquement empêchée d'entrer dans la propriété par son fils cruel et manipulateur. Victoria hocha la tête, versant une seule larme parfaitement chronométrée, et murmura oui dans le microphone. Sylvia ne sourit pas, mais ses yeux devinrent incroyablement froids. Elle ouvrit le lourd classeur et en sortit une épaisse pile de papier, estampillée de sceaux officiels. Elle tint les documents pour que le juge les voie. Elle expliqua qu'il s'agissait des registres de sécurité officiels et non expurgés, provenant du portail principal de la communauté résidentielle privée et hautement sécurisée de mon grand-père. Chaque visiteur qui était entré dans les lieux, au cours des 25 dernières années, avait sa plaque d'immatriculation enregistrée, sa pièce d'identité scannée, et la durée exacte de sa visite enregistrée par la société de sécurité. Sylvia s'approcha et entendit une copie à Fletcher,
qui commença immédiatement à feuilleter frénétiquement les pages, son expression suffisante disparaissant entièrement. Puis elle entendit une copie à Victoria. Sylvia demanda à Victoria de regarder la page 4, en surlignant une colonne spécifique. Elle lut les chiffres à haute voix, afin que toute la salle d'audience puisse entendre. Selon les registres de sécurité impeccables de la communauté, sur une période de 25 longues années, Victoria avait visité la propriété exactement 3 fois. 3 fois en plus de 8000 jours, et chacune de ces 3 visites avait duré moins de 45 minutes. Le visage de Victoria perdit toute couleur. Elle bégaya, affirmant que les gardes devaient avoir perdu les registres, ou qu'elle s'était garée à l'extérieur des portes et avait marché. C'était une défense pathétique et chancelante. Mais Sylvia n'avait pas fini. Elle ne faisait que s'échauffer. Elle passa à l'onglet suivant du classeur, et en sortit une pile de mets authentifiés imprimés. Elle demanda à Victoria si elle se souvenait de la raison pour laquelle elle n'avait pas pu assister à ma remise de diplôme en droit. Victoria serra les bords de la barre des témoins, ses jointures devenant complètement blanches. Elle affirma qu'elle était trop malade pour voyager ce mois-là. Sylvia lut l'email que Victoria avait envoyé à Leland, exactement 2 jours avant ma remise de diplôme. L'email ne mentionnait aucune maladie. Au lieu de cela, Victoria exigeait furieusement que Leland lui vire 85 000 $ immédiatement, afin qu'elle puisse obtenir un acompte pour une location de yacht de luxe en Méditerranée pour l'été. Dans l'email, Victoria avait explicitement écrit qu'assister à une cérémonie de remise de diplôme ennuyeuse était une perte de temps complète pour elle, alors qu'elle avait d'importantes activités de réseautage social à faire en Europe. La galerie derrière moi éclata en murmures choqués et dégoûtés. J'ai entendu quelqu'un au dernier rang halter. Le juge Gideon se pencha sur son banc élevé, fixant Victoria avec un air de dégoût absolu et sans phare. Sterling, assis à la table des plaignants, transpirait abondamment, tirant nerveusement sur le col de son coûteux costume italien. Fletcher chuchotait frénétiquement à son parajuriste, essayant de trouver un moyen de sortir de ce massacre. Sylvia lut systématiquement 4 autres emails. L'un était une Victoria exigeant de l'argent pour une rénovation massive de sa maison, au lieu de venir aux funérailles de grand-mère Béatrice. Un autre était sa menace de placer Leland dans une maison de retraite bon marché, s'il ne finançait pas le style de vie de Preston. Pièce par pièce, Sylvia démantela complètement le faux personnage de mère tragique, exposant le parasite cupide et narcissique qui se cachait en dessous. Victoria tremblait. La voix douce et tremblante avait entièrement disparu, remplacée par un grognement dur et défensif. Elle hurla que Leland lui devait cet argent parce qu'elle était sa seule fille, et que je n'étais rien d'autre qu'une erreur qui avait ruiné sa jeunesse. Sylvia ferma simplement le lourd classeur. Elle regarda le juge Gideon et déclara qu'elle n'avait plus de questions pour le témoin. Victoria quitta pratiquement la barre, son image impeccable entièrement brisée, mais Fletcher était un requin coûteux pour une raison. Il savait qu'il perdait la pièce, alors il joua sa dernière carte désespérée. Il se leva, lissa son costume, et annonça à la cour que les documents de la défense étaient hors de propos, car ils avaient un témoin médical surprise qui pouvait prouver de manière définitive que Leland n'avait pas toute sa tête. Il appela le docteur Emmett à la barre, un homme dont le nom était complètement absent de tous les dossiers de découverte préliminaire. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, et un homme d'allure distinguée, aux cheveux argentés et aux lunettes à monture métallique, s'avança avec assurance dans l'allée. Je regardai Sylvia, sentant une soudaine pointe froide d'anxiété authentique. Le docteur Emmett prêta serment, et s'assit dans le box des témoins, avec l'autorité calme et exercée d'un homme très habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce. Fletcher établit rapidement les qualifications d'Emmett. C'était un psychiatre privé très recherché, incroyablement cher, qui dirigeait une clinique de luxe au centre-ville de Boston. Il avait un CV impressionnant, ayant consulté sur plusieurs affaires juridiques très médiatisées, impliquant des milliardaires âgés et des litiges successoraux. Fletcher fit les 100 pas devant le box des témoins, demandant à Emmett de détailler son évaluation professionnelle de Leland. Emmett se pencha vers le microphone, et témoigna avec assurance qu'il avait effectué un examen indépendant complet des dossiers médicaux de mon grand-père, quelques mois seulement avant sa mort. Il utilisa un barrage de jargon médical compliqué, parlant de déclin cognitif sévère, d'idéation paranoïaque avancée et de vulnérabilité aiguë à la manipulation psychologique. Selon Emmett, Leland était complètement sénile. Il affirma que mon grand-père était entièrement incapable de comprendre les implications financières massives de sa succession de 12 500 000 $, et que j'avais utilisé mes compétences de procureur pour manipuler systématiquement un vieil homme malade.
afin qu'il haïsse sa propre fille biologique. L'atmosphère de la salle d'audience changea instantanément. Le poids indéniable du témoignage d'un expert médical était incroyablement dommageable. J'entendais les journalistes derrière moi taper furieusement sur leurs ordinateurs portables. Je levai les yeux vers le juge Gideon. Il prenait des notes rigoureuses, son front profondément plissé d'inquiétude. Fletcher regarda vers notre table de défense et afficha un sourire écœurant et triomphant. Il croyait vraiment qu'il venait de clouer le cercueil de mon affaire. Il s'assit, extrêmement confiant. Je me penchai vers Sylvia, mon cœur tambourinant contre mes côtes, et chuchotai que nous devions détruire les qualifications médicales de ce type. Sylvia ne s'y a même pas. Elle se leva lentement, saisit un mince dossier manie non marqué sur la table, et me chuchota en retour que nous n'allions pas parler de médecine du tout. Sylvia s'approcha de la barre. Elle ne cria pas. Elle n'agit pas agressivement. Elle demanda simplement à Ahmed de confirmer qu'il témoignait de manière complètement indépendante, avec zéro intérêt financier dans l'issue de ce procès de succession de plusieurs millions de dollars. Ahmed sourit d'un sourire condescendant et jura sous serment qu'il était simplement un professionnel de la santé impartial, à la recherche de la vérité. Sylvia ouvrit le mince dossier. Elle en sortit un document lourdement estampillé, et le tendit au juge, puis offrit une copie à Fletcher, absolument stupéfait. Elle regarda Ahmed et lui demanda s'il connaissait une entreprise technologique, une start-up, appelée Nexus Cloud Solutions. La couleur quitta instantanément le visage d'Ahmed. Son sourire condescendant s'évapora, remplacé par un regard de terreur pure, authentique. Il serra les bords du box des témoins en bois, ses jointures devenant blanches. Il se racla la gorge nerveusement et admit qu'il avait entendu parler de l'entreprise. Sylvia éleva la voix, de sorte qu'elle résonna contre les hauts murs de la salle d'audience. Elle révéla que Nexus Cloud Solutions était exactement la start-up de crypto-monnaie fondée par mon frère Preston. Elle produisit ensuite un dépôt certifié de la Security and Exchange Commission, ainsi que des relevés bancaires fortement expurgés, mais légalement obtenus. Elle lut les chiffres avec une précision chirurgicale brutale. Le docteur Ahmed n'était pas seulement un observateur occasionnel. Il était le principal investisseur providentiel dans la start-up défaillante de Preston. Ahmed avait personnellement investi plus de 750 000 $ dans l'entreprise. De plus, les documents financiers prouvaient que Nexus Cloud Solutions était complètement en faillite, et faisait face à une saisie imminente. Sylvia s'approcha du box des témoins, fixant les yeux du médecin terrifié. Elle exposa la vérité indéniable à toute la cour. Si Victoria et Preston perdaient ce procès, Preston n'obtiendrait pas un seul centime des 12 500 000 $ d'héritage. Et si Preston n'obtenait pas cet argent, le docteur Ahmed perdrait complètement la totalité de son investissement de 750 000 $. La salle d'audience explosa dans le chaos. Les journalistes hurlaient pratiquement. Fletcher se leva d'un bond, hurlant des objections, son visage rouge vif, mais le juge Gideon claqua furieusement son maillet, le réprimandant complètement. Sylvia ne relâcha pas la pression. Elle enfonça le dernier clou. Elle exigea de savoir si Ahmed avait déjà rencontré Leland en personne. Transpirant abondamment, ses mains tremblant violemment, Ahmed fut forcé d'admettre sous serment qu'il n'avait jamais une seule fois mis les pieds dans la même pièce que mon grand-père. Son diagnostic entier était basé sur des résumés falsifiés, fournis directement par Victoria. Il n'était pas un expert médical indépendant. C'était un investisseur désespéré et cupide, essayant de protéger ses intérêts financiers défaillants en commettant un parjure flagrant devant un tribunal fédéral. Le juge Gideon regarda Ahmed avec une fureur absolue, que je n'avais jamais vue chez un juge auparavant. Il renvoya le témoin immédiatement, et ordonna au greffier de la cour de rayer l'intégralité de son témoignage du dossier officiel. Ahmed s'échappa du box des témoins comme un rat fuyant un navire en perdition, détruisant complètement le moindre brin de crédibilité qu'il restait à Victoria. Je regardai la table des plaignants. Fletcher avait le visage enfoui dans ses mains. L'élan avait complètement changé, et j'étais sur le point de porter le coup de grâce. Le désastre absolu du faux psychiatre laissa la table des plaignants dans un désarroi total, mais nous n'allions pas leur laisser une seule seconde pour récupérer. Sylvia appela immédiatement notre prochain témoin à la barre, Clara. Clara avait été la gouvernante en chef de mes grands-parents pendant plus de 30 ans. C'était une femme sévère et observatrice, qui connaissait chaque détail intime du fonctionnement de la propriété. Elle s'avança vers le box des témoins avec une dignité tranquille, vêtue de ses plus beaux atours du dimanche.
Sous l'interrogatoire attentif de Sylvia, Clara a dressé le tableau vrai et indéniable des 30 dernières années. Elle a témoigné que chaque week-end, sans faute, je montais de Boston. Elle a décrit comment je préparais le dîner pour le lend, comment nous nous asseyions dans les lourds fauteuils en cuir du bureau, discutant pendant des heures de jurisprudence complexe. Et comment je passais mes dimanches matins à tailler méticuleusement les délicates orchidées de grand-mère Béatrice dans la serre humide. Sylvia a ensuite posé des questions sur Victoria. Le visage de Clara s'est durci en un masque de pur dégoût. Elle a témoigné sous serment qu'en 30 ans, Victoria n'avait jamais appelé une seule fois pour s'informer de la santé de son père. La seule fois où le téléphone a sonné avec son numéro d'identification d'appelant, c'était quand elle avait besoin d'une énorme somme d'argent pour financer des vacances de luxe ou pour sortir Preston d'un autre échec commercial catastrophique. Clara a décrit comment le lend s'asseyait dans son fauteuil après ses appels téléphoniques, l'air entièrement brisé et épuisé, complètement vidé par la cupidité implacable de sa fille. Fletcher n'a même pas essayé de la contre-interroger. Il savait que questionner la gouvernante loyale et aimée ne ferait que faire passer Victoria pour un monstre encore plus grand aux yeux du juge. Finalement, Sylvia prononça mon nom. Je me levai, rajustai ma cravate bleu marine, et me dirigeai avec assurance vers la barre des témoins. Je ne regardais pas mes parents. Je regardais directement le juge Gideon. Je n'allais pas me fier à la manipulation émotionnelle. J'étais un procureur. J'allais utiliser des faits froids, durs, indéniables. Sylvia me tendit l'épais carnet en cuir usé que nous avions récupéré du coffre-fort caché dans la serre. Elle me demanda de l'identifier pour le dossier officiel de la cour. Je déclarai clairement que c'était le livre de comptes secrets manuscrit de mon grand-père, détaillant des transactions financières non officielles. Puis Sylvia installa un grand moniteur et connecta son ordinateur portable. Elle projeta des relevés bancaires certifiés et entièrement authentifiés, côte à côte avec les pages manuscrites du grand livre. J'ai guidé la cour à travers les chiffres, ma voix complètement stable et dénuée de toute émotion. J'ai montré les dates exactes où Victoria affirmait que le lend l'isolait et refusait de lui parler. À ces mêmes dates exactes, les relevés bancaires prouvaient que le lend autorisait des virements bancaires massifs, directement sur le compte courant personnel de Victoria. J'ai lu les totaux stupéfiants à voix haute. 50 000 $ pour une croisière européenne. 120 000 $ pour la voiture de sport de Preston. 300 000 $ pour sauver une entreprise technologique en difficulté. J'ai retracé 25 ans de saignée financière incessante. Le total, appuyé par des registres bancaires indéniables, s'élevait à exactement 2 100 000 $. J'ai regardé directement Victoria pour la première fois depuis que j'avais pris la barre. J'ai parlé directement dans le microphone, m'assurant que ma voix résonnait clairement à travers la pièce silencieuse. J'ai déclaré que ma mère n'avait pas intenté cette action en justice parce qu'elle était une fille en deuil qui regrettait son père. Elle avait intenté cette action en justice massive et frivole parce que le distributeur automatique sans fin qui avait financé tout son faux mode de vie luxueux avait finalement fermé ses portes de manière permanente. Victoria a complètement perdu la tête. Elle a complètement brisé son personnage, sautant de sa chaise, claquant ses mains sur la table. Elle a hurlé de toutes ses forces que le grand livre était un faux, que j'avais falsifié les chiffres pour voler son argent. Elle a hurlé que même si les chèques étaient réels, le lend était complètement sénile quand il les avait signés. Le juge Gideon a frappé agressivement son maillet, menaçant de faire évacuer physiquement par des huissiers si elle ne s'asseyait pas et ne se taisait pas immédiatement. Sterling l'a saisie par le bras, la tirant de force pour la rasseoir sur sa chaise. Elle est restée là, hyperventilant, les yeux écarquillés de panique, réalisant finalement que le monde entier voyait maintenant exactement ce qu'elle était réellement. Sylvia a laissé le silence planer un long moment, laissant le poids absolu des 2 100 000 $ écraser tout espoir qu'ils avaient laissé. Puis elle a levé les yeux vers le juge et a déclaré que nous avions exactement une dernière preuve à soumettre. La preuve ultime de la clarté mentale de Leland et de ses véritables intentions. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette incroyable bataille juridique. Si vous êtes profondément investi dans l'idée de voir cette famille toxique obtenir exactement ce qu'elle mérite, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots exacts toujours là. C'est un petit insigne d'honneur, montrant que vous êtes arrivé jusqu'ici, et je vais personnellement aimer et répondre à chaque commentaire qui inclut cette phrase. Finissons de la détruire entièrement. La salle d'audience bourdonnait d'une énergie nerveuse, tandis que Sylvia demandait la permission de tamiser les lumières du plafond. Le juge Gideon hocha la tête, profondément intrigué par ce qui pouvait suivre les dossiers financiers dévastateurs.
Un grand écran de projection descendit lentement du plafond, juste au-dessus de la barre des témoins. Sylvia cliqua sur un bouton de son ordinateur portable et l'écran s'anima. C'était un enregistrement vidéo. L'horodatage dans le coin inférieur prouvait qu'il avait été filmé exactement 2 semaines avant que Leland ne subisse sa crise cardiaque fatale. La scène se déroulait dans son bureau privé à la propriété. Leland était assis derrière son immense bureau en acajou, impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces, regardant directement la caméra. Il n'avait pas l'air faible, confus ou sénile. Il avait l'air incroyablement vif, sa posture rigide, possédant la même présence imposante et autoritaire qu'il avait exercée depuis le banc des juges pendant 40 ans. À côté de lui, son avocat de confiance pour la succession, celui qui avait lu le testament après les funérailles. L'avocat, hors champ, demanda à Leland de donner son nom complet, la date actuelle et ses intentions pour l'enregistrement. Leland répondit avec une clarté parfaite, sa voix grave remplissant la salle d'audience silencieuse. Il déclara qu'il enregistrait cette vidéo en même temps que la signature de son testament final, spécifiquement pour prévenir toute contestation juridique frivole concernant sa compétence mentale. Puis Leland se pencha légèrement en avant, fixant droit l'objectif de la caméra, et il commença à parler directement à Victoria. Il dit qu'il savait qu'elle essaierait de contester le testament. Il savait qu'elle traînerait son nom et le nom d'Everett dans la boue pour obtenir un paiement. Sa voix devint incroyablement sévère, complètement dénuée de toute chaleur paternelle. Il déclara pour le dossier officiel qu'il avait toute sa tête, et qu'il faisait le choix actif et conscient d'exclure complètement sa fille biologique de son héritage. « Je vous ai donné plus de 2 millions de dollars de mon vivant, Victoria, dit Leland depuis l'écran, sa voix ruisselante d'une profonde déception. J'ai financé votre vanité, vos vacances et vos échecs, car je me sentais responsable du fait que vous ayez jeté votre propre chair et votre propre sang. Mais vous ne vouliez pas un père. Vous vouliez un compte bancaire. » Leland fit une pause, prenant une lente inspiration, avant de porter le coup de grâce absolu et écrasant. Il déclara qu'un empire d'une valeur de 12 500 000 $ exige de la discipline, de l'honneur et de la loyauté pour être maintenu. Il dit qu'il laissait chaque centime, chaque propriété, et la maison familiale à Everett. Pourquoi? Parce que la famille n'est pas définie par le sang, déclara-t-il. La famille est définie par ceux qui restent quand les choses deviennent difficiles. Everett est resté. Il s'est présenté chaque dimanche. Il a honoré sa grand-mère. Il a gagné cet héritage. Vous l'avez abandonné il y a 32 ans. N'osez pas prétendre que l'on vous a volé quelque chose que vous avez jeté à la poubelle. La vidéo s'arrêta brusquement, et l'écran s'éteignit. Sylvia ralluma les lumières de la salle d'audience. La réaction physique à la table des plaignants fut tout simplement catastrophique. Victoria était entièrement paralysée. Sa mâchoire était légèrement entr'ouverte. Ses mains parfaitement manucurées serraient le bord de la table en bois si fort que ses jointures étaient complètement blanches. La femme arrogante et hurlante d'il y a 5 minutes avait disparu, remplacée par une coquille évidée de pur choc, inaltérée. Elle avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Preston, l'enfant doré qui avait passé les 2 derniers mois à se vanter de son imminent paiement de plusieurs millions de dollars, fixait ses chaussures. Ses épaules étaient affaissées, son visage complètement pâle. Il réalisa qu'il n'obtenait pas un centime. Son entreprise technologique en faillite allait couler, et ses investisseurs en colère allaient le déchirer. Sterling était le plus pathétique de tous. Il écarta physiquement sa chaise de quelques centimètres de Victoria, refusant de croiser le regard de sa femme, essayant activement de se distancier des retombées toxiques. Leur alliance, bâtie entièrement sur une cupidité et un sentiment de droit partagé, se fracturait instantanément sous la pression intense de la vérité. Fletcher n'essaya même pas de se lever. L'avocat chic et coûteux resta simplement assis, fixant d'un air vide son bloc-notes juridique, réalisant pleinement qu'il avait pris une affaire à honoraire conditionnel, entièrement bâtie sur une montagne de mensonges facilement réfutables. Il avait été totalement humilié dans une salle d'audience fédérale, et sa réputation à Boston allait subir un coup massif. Sylvia ferma calmement son ordinateur portable, leva les yeux vers le banc, et dit au juge Gideon que la défense avait entièrement clos son dossier. Le juge Gideon laissa échapper un long et lourd soupir, le genre de soupir qu'un homme fait lorsqu'il est profondément dégoûté par la nature humaine. Il annonça une stricte suspension d'1 heure, avant de rendre son verdict final sur le banc. Alors que la galerie se levait pour partir, les journalistes sprintant pratiquement par les lourdes portes en chaîne pour déposer leur reportage de dernière minute, je regardais Victoria se lever lentement.
Ses jambes tremblaient visiblement. Elle regarda de l'autre côté de l'allée, croisant mon regard. Et pour la toute première fois de ma vie, le regard qu'elle me lança n'était pas de l'agacement, du mépris ou une fausse supériorité. C'était une terreur pure et absolue. Je suis sorti des lourdes portes de la salle d'audience et suis entré dans le long couloir de marbre du palais de justice, pour prendre une bouffée d'air frais pendant la pause. Je me tenais près des grandes fenêtres, surplombant les rues de Boston, quand j'entendis le cliquetis frénétique et désespéré de talons hauts s'approchant rapidement derrière moi. Je me retournai. Victoria courait pratiquement vers moi. Sterling et Preston étaient introuvables, probablement cachés dans un coin par pure honte. Elle s'arrêta à quelques mètres de moi, respirant lourdement. Le masque de mondaine immaculée et composé avait complètement fondu. Son mascara était légèrement bavé. Ses cheveux étaient en désordre, et elle avait l'air 10 ans plus vieille que ce matin. Elle ne commença pas par des excuses. Elle commença par une négociation frénétique et désespérée. « Everett, s'il te plaît, murmura-t-elle, sa voix se brisant de panique authentique. Tu dois retirer la défense. Nous pouvons régler cela en privé. Nous pouvons partager la propriété. 50-50, 6 millions de dollars chacun. C'est plus qu'assez d'argent pour que nous puissions vivre parfaitement. » Je la regardais, absolument stupéfait par son audace. Même après avoir été publiquement humilié, même après la vidéo de son propre père la traitant de parasite cupide, son cerveau essayait toujours frénétiquement d'obtenir un paiement. Elle tendit la main, essayant de me saisir le bras, jouant sa carte ultime et désespérée. Nous sommes de la famille, Everett. Nous sommes liés par le sang. Tu ne peux pas laisser ta propre mère sans rien. Je perdrai ma maison. Le country club révoquera mon adhésion. S'il te plaît, je te supplie. Je reculai, physiquement repoussé par son toucher. Je regardais la femme qui m'avait abandonné à 4 mois, qui m'avait appelé pendant 15 secondes le jour de mon 8e anniversaire, qui avait essayé de détruire ma carrière et de me jeter dans une prison fédérale, juste pour voler l'argent de mon grand-père. Je gardai ma voix incroyablement basse et parfaitement stable. Je lui dis qu'elle ne voulait pas de fils. Elle n'avait jamais voulu de fils. Elle ne voulait qu'un distributeur automatique pour financer sa vie fausse et pathétique. Je lui dis que la banque de Leland était fermée définitivement, et que je préférerais brûler chaque dollar de cette propriété de 12 500 000 $ dans un gigantesque brasier, plutôt que de lui donner un seul centime. Je lui tournai le dos et m'éloignai, tandis qu'elle restait dans le couloir, sanglotant doucement. 1 heure plus tard, la salle d'audience était de nouveau bondée. Le silence était suffocant, alors que le juge Gideon reprenait sa place sur le banc élevé. Il ne regarda pas les documents juridiques. Il regarda directement Victoria et Sterling. Le juge Gideon parla d'une voix autoritaire et retentissante, qui ne laissait aucune place à l'interprétation ou à l'appel. Il déclara qu'en 30 ans passés sur le banc, il avait rarement vu une action en justice aussi dépourvue de fondement, aussi profondément enracinée dans la malice et la pure cupidité. Il valida entièrement le testament, confirmant officiellement que Leland était d'un esprit incroyablement saint, et que j'étais le seul héritier légitime de tout l'empire de 12 500 000 $. Il rejeta ensuite formellement l'affaire du plaignant avec un préjudice absolu, ce qui signifie qu'il ne pourrait jamais la déposer à nouveau devant aucun tribunal. Mais le juge Gideon n'avait pas terminé. Il était furieux du cirque médiatique et de la tentative de détruire la carrière d'un procureur fédéral. Il invoqua une loi spécifique, conçue pour punir les litiges frivoles. Il ordonna officiellement à Victoria et Sterling de payer personnellement chaque dollar de mes frais de justice, qui s'élevaient à des centaines de milliers de dollars. Le lourd maillet en bois s'abattit avec un claquement sec et retentissant, qui ressembla à un coup de feu. Affaire classée. Victoria laissa échapper un halètement aigu et pathétique, et enfouit son visage dans ses mains. Sterling se leva, le visage entièrement rouge, et sortit rapidement de la salle d'audience sans attendre sa femme. Preston le suivit juste derrière lui, fixant le sol, ses rêves de faux milliardaire complètement brisés. Il ne partait pas seulement avec absolument rien. Il partait avec d'énormes dettes légales, et une réputation publique complètement ruinée. Sylvia se tourna vers moi, un sourire rare et authentique se dessinant sur son visage habituellement stoïque. Elle rangea son lourd classeur, et me dit que le Shark Tank était officiellement fermé. Je suis sorti du palais de justice 1 heure plus tard. La pluie avait enfin cessé, et le ciel de Boston était clair et lumineux. Mon téléphone vibra dans ma poche.
C'était le procureur des États-Unis Warren. Il avait déjà vu les alertes d'information de dernière minute, concernant l'effondrement spectaculaire du procès. Il me dit que mon badge l'attendait sur son bureau, et qu'il m'attendait de retour au bureau le lundi matin, pour faire tomber de vrais criminels. J'avais gagné. J'avais protégé tout ce que mon grand-père avait passé toute sa vie à construire, et j'avais complètement anéanti les personnes qui avaient tenté de le voler. Mais alors que je retournais vers la propriété calme et massive, je réalisais que les 12 500 000 $ étaient la chose la moins importante que j'avais obtenue ce jour-là. J'avais enfin coupé les racines toxiques et sanglantes de mon passé, me permettant enfin d'aller de l'avant. Ce soir-là, l'immense propriété était incroyablement silencieuse. Le chaos frénétique et suffocant du procès, le cirque médiatique vicieux, et les attaques incessantes des singes volants s'étaient entièrement évaporés, laissant derrière un silence profond et paisible. Je n'ai pas organisé de grande fête pour célébrer la victoire. Je n'ai pas fait sauter une bouteille de champagne ridiculement chère, ni appelé une douzaine d'amis. Au lieu de cela, j'ai troqué mon costume rigide et contraignant de la cour, j'ai mis un t-shirt délavé et confortable et un jean, et je suis sorti par les portes arrière, vers la serre en verre. L'air humide m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte, portant l'odeur familière et réconfortante de terreau humide et de fleurs en éclosion. L'espace était exactement comme grand-mère Béatrice l'avait laissé, un sanctuaire absolu de vie et de patience. J'ai pris le lourd arrosoir métallique et j'ai commencé ma routine lente et méthodique. J'ai vérifié l'humidité du sol, ajusté les lampes chauffantes spécialisées, et essuyé soigneusement la poussière des larges feuilles vertes. Je me suis finalement dirigé vers le coin arrière, où l'orchidée fantôme blanche, rare et délicate, reposait dans sa jardinière en bois spécialisé. C'était exactement la même orchidée que Victoria avait négligemment renversée et écrasée sous ses bottes de créateur, lors de sa recherche frénétique et illégale de minuit, pour des preuves inexistantes. Je me suis agenouillé sur le sol en pierre dure pour l'inspecter de près. Quand j'ai balayé pour la première fois les éclats de céramique brisés, et rempoté les racines exposées et endommagées il y a quelques mois, j'ai honnêtement pensé que la plante incroyablement fragile allait mourir. Elle semblait irréparablement brisée. Mais alors que je touchais doucement la tige maintenant, j'ai vu quelque chose de vraiment remarquable. Poussant à travers la terre sombre et humide, juste à côté de la base cicatrisée et endommagée, se trouvait une petite pousse verte et vibrante. Elle avait survécu au traumatisme brutal. Elle repoussait lentement, obstinément, plus forte et plus profondément enracinée qu'auparavant. Je suis resté assis sur le sol de la serre pendant un long moment, regardant le soleil couchant projeter de longues ombres dorées à travers les vitres. J'ai pensé à la folie absolue des derniers mois. Les gens utilisent constamment la phrase « le sang est plus épais que l'eau » pour justifier les comportements toxiques les plus horribles imaginables. Ils s'attendent à ce que vous enduriez sans fin les abus, le vol et la trahison profonde, simplement parce que vous partagez exactement la même séquence génétique que la personne qui vous blesse. Victoria et Sterling croyaient sincèrement que leur titre biologique leur conférait un droit absolu et inaliénable sur l'immense empire de 12 500 000 $ de mon grand-père, malgré 3 décennies entières passées à prouver qu'il ne se souciait ni de lui, ni de moi. Le moins du monde. Mais assis là, dans la chaleur tranquille de la serre, entouré de l'incroyable héritage vivant des 2 personnes qui m'avaient réellement élevé, je connaissais la vérité absolue. Le sang ne signifie absolument rien, s'il n'est pas soutenu par la loyauté, la présence et l'attention sincère. La famille n'est pas les gens qui vous abandonnent dans un couffin en osier sur un porche froid, parce que vous êtes légèrement gênant pour leur style de vie luxueux. La famille n'est pas les gens qui ne se souviennent de votre numéro de téléphone que lorsqu'ils ont désespérément besoin d'un virement bancaire massif, pour financer leur fausse vanité. La famille, c'est le grand-père qui s'assied avec vous pendant 3 heures à la lourde table à manger en acajou, expliquant patiemment des théories juridiques complexes, jusqu'à ce que vous les compreniez enfin. La famille, c'est la grand-mère qui s'agenouille dans la terre avec vous, vous apprenant que les choses les plus fortes et les plus résilientes de ce monde doivent se battre à travers la terre la plus sombre pour trouver la lumière. La famille, ce sont les gens qui choisissent activement de rester jour après jour, année après année, quand s'en aller serait infiniment plus facile. Je me suis levé, avec précaution, replaçant l'arrosoir sur l'étagère en bois. J'ai verrouillé les lourdes portes vitrées de la serre, et suis retourné vers la maison massive et silencieuse. Demain, je remettrai mon badge fédéral, et je retournerai au bureau du procureur, pour faire le travail que j'aimais. Je gérerai l'empire immobilier, exactement comme Leland me l'avait enseigné, avec une intégrité absolue et une tolérance zéro pour la fraude. J'avais protégé le travail de toute leur vie, et ce faisant, je m'étais enfin protégé moi-même. J'étais complètement libre.
On dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai appris, à mes dépens, que l'amour authentique et la loyauté absolue sont les seules choses qui nous lient vraiment. Je refuse de partager un seul centime de l'immense empire de mon grand-père avec les personnes toxiques qui m'ont abandonné, coupant complètement tout contact avec elles pour toujours. Que pensez-vous de la fin de cette histoire? Ai-je été trop loin en détruisant publiquement ma mère à la barre? Ou était-ce la seule façon de protéger l'héritage de mes grands-parents que de les couper entièrement? Sautez dans les commentaires et dites-moi si vous avez déjà dû couper agressivement des membres de votre famille toxique et exigeants, pour protéger votre propre paix. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire de justice absolue et indéniable. Merci beaucoup d'être ici, et je vous dis à la prochaine.